Bonsoir à tous, alors vous êtes assez nombreux pour ce webinaire. Je voudrais de votre part une petite confirmation que vous m'entendez bien, que l'image est bonne et que le son est ok de votre côté. Apparemment vous avez l'habitude, on m'a prévenu. Donc j'ai déjà des retours comme quoi l'image et le son sont ok. Bon, bah dans ce cas on va pouvoir démarrer dès maintenant. Donc je me présente, moi je suis David, je travaille pour le site Professeur Forex et puis on est invité par DailyFX et FXCM ce soir pour faire un webinaire sur vraiment les bases de l'analyse graphique. Alors je préviens tout de suite les férus du trading pointu. On n'est pas là pour faire des choses pointues, on est là pour remettre à jour des bases, on est là pour vraiment revenir au fondement de l'analyse graphique, donc on ne parlera pas d'indicateurs, on parlera d'outils purement graphiques. D'ailleurs on va faire bien la différence entre ce qu'on appelle l'analyse graphique et puis ce qu'on appelle l'analyse plus technique, c'est-à-dire l'étude des indicateurs. Donc Professeur Forex, pour faire la petite présentation à la base, c'était un site destiné à aider les débutants à mettre le pied à l'étrier sur le marché du Forex, à apprendre les bases nécessaires et indispensables pour démarrer une carrière entre guillemets de trader particulier. Et au fil du temps, c'est devenu un site d'actualité, un site qui a développé des formations, un site qui a développé plusieurs services, et on en est venu à suivre du matin au soir toute l'actualité en gardant toujours un accent sur la pédagogie. C'est notre marque de fabrique, la pédagogie. On essaye de ne jamais tomber dans le compliqué, les graphiques où on a vraiment des dizaines d'indicateurs, des droites dans tous les sens. Nous, c'est quelque chose que vous retrouverez jamais sur notre site. Beaucoup le font. Nous, on est là vraiment pour essayer de simplifier au maximum les choses sans pour autant nuire à l'efficacité. Donc, on va intervenir régulièrement sur le live de DailyFX, tous les mois en termes de formation et puis aussi tous les mois en termes d'analyse de l'actualité. C'est nos deux facettes, la formation et puis l'analyse des grands dossiers d'actualité. Donc on aura une intervention tous les 15 jours, ce qui nous donnera une fois par mois un webinaire de formation et une fois par mois un webinaire d'analyse des grands dossiers d'actualité. Donc ce soir on commence par les bases de chez base, l'application de la théorie de dos, retour aux sources pour bien comprendre l'analyse graphique. L'idée c'est que finalement tous les outils que tout le monde utilise, les outils très simples, j'entends bien, les choses très très basiques telles que les supports, les résistances, les lignes de tendance et toutes les figures graphiques de base, les épaules, tête-épaule, etc. Au final elles reposent sur un seul et même principe qui fait partie de la théorie de dos. Alors la théorie de dos, on va pas revenir dessus dans le détail parce que c'est quelque chose qui a été formalisé alors que le marché du forex tel qu'on le connaît n'existait pas encore. Tout n'est pas bon à prendre dans le trading moderne, dans la théorie de dos. Par contre on se rend compte que tout ce qu'on fait en termes d'analyse graphique découle plus ou moins de la théorie de dos. Donc les objectifs de cette formation, de ce webinaire, c'est d'étudier les fondements de l'analyse graphique justement, sachant que tout le monde utilise des principes chartistes. Alors on dit c'est l'autre nom de l'analyse graphique, on peut dire chartisme également. C'est vraiment ce qui se cantonne à l'étude des graphiques sans faire appel aux indicateurs. Donc tout le monde utilise des principes chartistes, notamment dans le cadre de l'étude de tendance, mais peu de traders savent remonter au fondement de cette analyse graphique. Ce qu'on va faire ce soir, c'est donc étudier ces fondements pour comprendre au final que toute la théorie chartiste repose en réalité sur quelques principes très simples qu'on va passer en revue ce soir, et puis on fera le lien entre ces principes très simples et puis les figures graphiques. L'objectif réel, c'est en fait de vous permettre de savoir analyser toutes les configurations graphiques qui se présenteront à vos yeux sans avoir besoin de connaître les figures graphiques. On a tous vu passer des livres ou des formations avec des catalogues de dizaines de figures graphiques. Le but c'est finalement de s'affranchir de l'apprentissage de toutes ces figures graphiques
pour finalement savoir les décrypter, savoir les décortiquer sans avoir besoin de faire une application par calque, hein, sans avoir besoin de se rappeler, ah bah tiens, cette figure graphique, je sais à quoi elle ressemble, je la vois sur mon graphique, il va certainement statistiquement se passer ça, un retournement, une continuation de tendance ou quoi que ce soit, hein. L'idée c'est de ne pas passer par l'apprentissage, l'idée c'est d'arriver à décrypter cette figure sans forcément au final savoir la reconnaître. On va comprendre quand on va passer aux exemples. Donc le plan de la formation, c'est déjà premièrement de faire la différence entre le chartiste et le technicien, hein. Le chartiste, ça va être celui qui utilise uniquement les graphiques, et le technicien, ça va être celui qui utilise surtout les indicateurs. Alors en réalité, tout bon trader fait les deux. Et je vous invite fortement à mêler l'analyse chartiste et puis l'analyse technique, hein, les indicateurs. Donc on va voir aussi comment mêler les deux, dans quel sens les utiliser. C'est aussi quelque chose de très important pour pouvoir faire les choses dans le bon ordre et puis arriver à des décisions de trading, si ce n'est pas forcément profitable, au moins logique, et des enchaînements d'idées, hein, qu'on peut comprendre. La théorie de dos adaptée au Forex et les principes de l'étude de tendance, hein, c'est également quelque chose qu'on va voir au cours de cette formation, et puis on va lier tout ça à quelques outils graphiques, hein, que je vous présenterai. Vous les connaissez certainement tous, les outils graphiques que je vais vous présenter, mais je vais essayer de vous les montrer sous un autre angle pour en gros, hein, que ça constitue un entraînement au décryptage de figures graphiques. Alors on me parle de coupures de son fréquentes, si ça arrive à tout le monde, essayez de me le signifier. Là de mon côté, j'ai pour l'instant une personne qui me parle de ça. Donc j'espère que ce problème va se résoudre vite chez cette personne et que c'est pas un problème général. Bon, apparemment j'ai pas d'autres remarques à ce sujet. Donc voilà pour le plan de cette formation. Voilà, donc la différence entre le chartiste et le technicien, hein. Alors voilà, on parle de coupures de son, de légères coupures de son. Bon, j'essaye de tout éteindre, hein, sur mon ordinateur qui pourrait consommer de la connexion. Voilà, donc a priori ça devrait fonctionner. Voilà, donc on me dit très courte mais fréquente, hein, donc je vais essayer de pas aller trop vite, hein, et puis de couper tout ce qui pourrait gêner. Donc la différence entre le chartiste et le technicien, hein. Le chartiste, il analyse les figures graphiques de manière visuelle pour identifier des configurations graphiques susceptibles de se répéter, hein. C'est au final toute la théorie de l'analyse technique, hein, au sens général du terme. L'analyse technique, elle étudie le passé pour prévoir l'avenir, hein. Elle essaye de repérer des configurations, que ce soit sur les graphiques ou sur les indicateurs, des configurations qui vont se répéter et qui vont nous permettre, hein, de prendre des décisions de trading par analogie, en fait, hein. On sait que quand cette configuration se passe, on va avoir tel mouvement de marché, donc on fait l'analogie, hein, entre ce qu'on peut voir dans le passé et ce qui pourrait se passer dans l'avenir, hein, quand ces configurations se répètent. Le technicien, hein, on pourrait appeler ça comme ça, analyse quant à lui les historiques de cours à la façon d'un statisticien à l'aide d'indicateurs techniques, hein. Quand je parle d'indicateurs techniques, je parle de choses que beaucoup d'entre vous doivent utiliser, tels le MACD, le RSI, hein, l'indicateur stochastique. Donc nous, chez Professeur Forex, on fait une nette dichotomie entre ces deux domaines, entre le domaine de l'analyse graphique et le domaine des indicateurs, et on préconise d'utiliser dans certaines phases de la décision de trading plus d'analyse graphique, et dans d'autres phases de la décision de trading plus d'indicateurs, hein. Comme on le dit à l'écran, hein, un bon trader devrait toutefois veiller à mêler chartisme et analyse statistique, hein. Donc justement, comment mêler cette analyse chartiste et cette analyse statistique, cette analyse des indicateurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, l'analyse chartiste est plus adaptée à l'étude de tendance, hein. On voit rarement des indicateurs.
Alors il y a toujours des exceptions, hein, mais la plupart des indicateurs ne sont pas destinés à vous donner le sens général du marché, à vous donner la tendance générale du marché. C'est plutôt des outils qui vous donnent un timing, c'est plutôt des outils qui vous donnent ce qu'on appelle des signaux de trading, qui vous disent il faut se positionner à tel moment ou à tel moment. Alors se positionner à tel moment ou à tel moment c'est bien, mais ce qui est mieux c'est de connaître le contexte général dans lequel on se positionne, et c'est à ça selon nous que sert l'analyse chartiste. L'analyse chartiste, l'analyse des graphiques va permettre de définir un contexte général, et ensuite les indicateurs vont permettre de se positionner au sein de ce contexte général en ayant connaissance. On va voir un peu plus tard pourquoi c'est si important de se positionner par rapport au contexte général. Donc dans les faits, l'idéal, ça serait de commencer par une étude chartiste qui permettra de premièrement définir la tendance générale et de deux, attirer l'attention du trader sur les configurations graphiques intéressantes. Les configurations graphiques intéressantes peuvent être analysées, peuvent également, tout comme les indicateurs, donner lieu à des signaux de trading, et ensuite ce qui pourra être intéressant c'est de confirmer ce qu'on a vu d'un point de vue graphique avec les indicateurs. Par exemple, l'étude graphique vous donne, vous met en lumière une opportunité de vente. Ensuite, si vos indicateurs techniques vous confirment cette opportunité de vente, on peut commencer à se dire que la prise de position à la vente pourrait être une bonne idée. L'idée c'est d'essayer de mettre en parallèle l'analyse graphique et puis les indicateurs. L'idée c'est d'essayer de faire concorder les conclusions qu'on peut avoir par l'étude des graphiques et les conclusions qu'on peut avoir par l'étude des indicateurs. Donc une fois l'analyse graphique effectuée, le trader pourra passer à l'étude plus technique pour confirmer, comme je viens de le dire, les observations chartistes et trouver le meilleur timing. C'est la même chose que quand on dit qu'il faut essayer d'avoir une analyse technique qui concorde avec l'analyse fondamentale. On sait que parfois, notamment sur l'euro-dollar, il y a des contextes d'actualité qui sont plutôt haussiers ou plutôt baissiers, et que c'est intéressant de garder en tête ce contexte général pour chercher des prises de position après d'un point de vue purement technique. Donc là l'idée est la même, c'est de mettre en parallèle l'analyse des graphiques et puis l'analyse technique en deux temps. C'est comme si au final avec l'analyse chartiste, avec l'analyse des graphiques, on élaguait un petit peu le contexte, on essayait de défricher la situation, et puis ensuite une fois que c'est défriché, on va plus dans la précision avec les indicateurs. Nous dans nos formations, dans tout ce qu'on fait, c'est un petit peu ce qu'on préconise. C'est dans le cadre d'un processus de prise de décision de trading, c'est de défricher, vraiment de définir le contexte général avec l'analyse graphique, et puis ensuite, une fois ce contexte général défini, on passe à l'analyse plus technique avec les indicateurs. Alors, à côté de l'utilité évidente de l'analyse chartiste, on a des avantages pédagogiques. Alors pourquoi je parle des avantages pédagogiques ? Parce que souvent on se dit l'analyse chartiste c'est enfantin, c'est des dessins sur les graphiques, c'est des droites, il n'y a rien de très compliqué et par conséquent il n'y a rien de très utile. C'est malheureusement une idée assez répandue dans le cadre du trading. Si c'est pas compliqué, ça marche pas. Si c'est pas difficile, ça fonctionnera pas. C'est une idée qui est fausse et c'est une idée qui est répandue, pour un fait simple, c'est que finalement l'analyse graphique est souvent mal appliquée. Ça paraît simple, c'est en réalité simple, mais encore faut-il savoir prendre les choses par le bon bout. Donc pas mal de traders font plus ou moins l'impasse sur ces études graphiques, sur ces études chartistes, pour aller directement s'intéresser aux indicateurs, et c'est une erreur. C'est une erreur non seulement parce qu'on risque de perdre de vue le contexte général, mais c'est aussi une erreur parce que l'analyse chartiste, on a remarqué, nous, avant de faire des formations, on faisait beaucoup de coaching en cours particulier, et on a remarqué finalement que en suivant nos entre guillemets étudiants après les formations, on a remarqué que utiliser beaucoup d'analyse chartiste, analyser beaucoup les graphiques, ça permettait de développer une certaine expérience un peu plus rapidement
qu'en allant directement s'intéresser aux indicateurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute l'analyse technique au sens large du terme, donc là je mélange analyse graphique et puis indicateur, dans toute la doctrine de l'analyse technique, l'idée, la matière première, c'est les cours. La matière première, c'est l'évolution des prix. Et il n'y a rien de plus brut comme information que les graphiques. Les graphiques, c'est l'évolution des prix brut. Les graphiques, c'est vraiment la matière première de toute l'analyse technique. Et derrière les graphiques, bien sûr, on a les cours, les séries de cotations. Mais les séries de cotations traduites en graphiques, c'est la même chose. Donc on a vraiment ces graphiques qui sont la matière première de l'analyse technique. Et il faut toujours essayer de garder, les traders expérimentés vous le confirmeront, il faut toujours essayer de garder le contact avec entre guillemets la réalité, c'est-à-dire avec ce qui se passe vraiment sur le marché et donc ce qui se passe vraiment sur les graphiques. On voit beaucoup de traders essayer de se débattre avec 5 ou 6 indicateurs et puis au final peut-être même oublier de regarder ce qui se passe sur les graphiques, simplement trop faire confiance à ces indicateurs. C'est quelque chose, c'est un biais qui peut être, vous pouvez vérifier si vous tombez là-dedans visuellement, très simplement. Quand vous ouvrez votre plateforme de trading, il faut que l'essentiel de l'espace visuel soit accordé au graphique, bien évidemment, c'est la base de tout. Donc si vous avez plus d'indicateurs que si vous avez une place plus importante pour les indicateurs que pour votre graphique sur votre plateforme, c'est déjà qu'il peut y avoir un problème. Après, je parle pas pour les traders très expérimentés qui savent vraiment ce qu'ils font. Je parle pour les traders qui ont pas d'expérience ou une petite expérience et qui essayent d'aller directement dans la complication extrême. Donc avec l'analyse chartiste, on garde un contact permanent avec les prix. On arrive à mieux suivre les évolutions, le pouls du marché. Ça développe l'expérience et ça développe l'instinct. L'instinct, c'est pas quelque chose de magique. On parle souvent de l'instinct du trader. C'est pas un don. C'est simplement, ça se développe en restant devant les graphiques. Ça se développe en constatant l'évolution. Ça se développe. C'est finalement un enregistrement inconscient des évolutions du marché. C'est comme si l'instinct, c'est comme si vous développiez votre propre analyse technique. Vous avez l'habitude d'être devant les graphiques, vous avez l'habitude de voir le marché réagir de telle ou telle sorte en fonction de tel ou tel événement, en fonction de telle ou telle configuration, et puis au final vous arrivez à sentir le marché. C'est pas un don qui s'est développé, c'est simplement une expérience qui s'est entassée et qui donne lieu au final à des certitudes plus ou moins affirmées qui sont presque inconscientes. Donc bien sûr, pour pouvoir développer ce type de qualité, il faut avoir un contact permanent, un contact régulier avec les graphiques et ne pas se perdre dans les indicateurs. Et puis enfin, pour les traders débutants qui ont parfois peur de la complication apparente de la discipline qu'est le trading, l'analyse graphique peut rassurer parce que c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui est finalement assez facile à mettre en place. C'est assez facile de lire des études graphiques, contrairement à lire des indicateurs où ça peut être parfois un peu pas compliqué, mais plus compliqué que lire des indicateurs graphiques. Donc voilà tous les avantages pédagogiques de l'analyse graphique. Alors j'ai quelques questions, je vous demande une petite minute pour les consulter. Alors on me pose des questions sur les triangles, on va y venir, on parle de triangle d'indécision. Alors je sais pas exactement ce que vous entendez par triangle d'indécision, mais on va parler de différents types de triangles et on va décortiquer ce qu'il y a derrière les triangles justement. Et on me redemande la différence entre l'analyse technique et l'analyse chartiste. Donc je l'avais dit au tout début, dans la manière dont on présente les choses, nous chez Professeur Forex, l'analyse technique, c'est la discipline globale, c'est tout ce qui concerne l'analyse du marché sur les plateformes de trading. Et dans cette analyse technique, il va y avoir l'analyse chartiste qui s'intéresse qu'aux graphiques, les lignes de tendance, les supports, les résistances, les figures graphiques, etc. Et d'un autre côté, l'analyse
technique, statistique, les indicateurs. Donc il y a une grande discipline qui regroupe deux composantes, hein, l'analyse des indicateurs et puis l'analyse des graphiques. Hein. Voilà la différence entre l'analyse technique et l'analyse chartiste. Bon, après il y a peut-être une confusion parce que je définis l'analyse technique comme le grand domaine et ensuite hein, il y a une analyse chartiste et une analyse plus technique, hein, mais dans ce que je dis, hein, il faut comprendre analyse technique, la discipline globale, et dans cette discipline globale, analyse chartiste, et puis analyse statistique, hein, qui définit les indicateurs. Hein. Mais l'analyse chartiste, la définition de l'analyse chartiste, hein, ça vient de chart, hein, graphique en anglais, c'est vraiment l'analyse pure des graphiques sans indicateurs. Hein. Voilà, on me dit c'est en fait qu'un triangle reflète l'indécision. Oui, tout à fait. Et on va justement expliquer pourquoi on dit qu'un triangle reflète l'indécision en passant par des principes très simples. Hein. C'est tout l'objet de ce webinaire, c'est d'essayer de vous apprendre à décortiquer vous-même les figures graphiques. Alors on me dit, j'ai toujours cru que l'analyse chartiste était l'analyse des bougies. Bon, l'analyse des bougies, hein, par définition, fait partie de l'analyse, chartiste, hein, parce que les bougies, ça compose les graphiques. Mais c'est encore autre chose. Hein, ça, c'est on va dire une spécialité, c'est un sous-domaine, hein, encore un nouveau sous-domaine de l'analyse technique, hein, avec les successions de bougies qui se répètent, ou alors des bougies particulières telles que les doji, hein, les croix, les bougies sans corps par exemple. Donc les marteaux, etc. Bon, tout ça c'est quelque chose qui va un peu plus dans la précision, mais si on devait faire une classification, hein, on pourrait caser l'analyse des bougies dans l'analyse chartiste, effectivement. Alors on me demande s'il y a des études sur l'efficacité des figures chartistes. Par exemple, le pourcentage de sortie par le haut, j'imagine, pour un triangle. Il y a des études, il n'y a pas d'indicateur, hein, de fiabilité, hein, des figures graphiques. Mais disons que quand on fait confiance à l'analyse graphique, on fait confiance, hein, aux traders et aux analystes, hein, qui ont mis ça en place avant nous. Hein. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez faire vous-même votre petite étude. Vous pouvez prendre un graphique, hein, et puis remonter dans le temps, hein, sur le graphique, et puis voir, hein, effectivement si telle ou telle figure a fonctionné régulièrement ou pas. Alors on me parle d'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale dans tout ça, hein, je l'ai dit également au début, c'est bien sûr, hein, quelque chose de très important. Sur le Forex, alors sur les actions, l'analyse fondamentale, c'est l'analyse des comptes des sociétés, c'est l'analyse de la situation économique réelle des sociétés. Sur le Forex, si on voulait faire la même chose que sur les marchés actions, il faudrait analyser l'économie de chaque pays. C'est une tâche, hein, c'est une tâche quasiment impossible. Hein. On voit bien que les gouvernements, les institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, les banques centrales, etc., hein, sont pas forcément capables de prévoir avec justesse, ni même de dresser un tableau représentatif de l'état actuel de l'économie. Donc sur le Forex, en fait, l'analyse fondamentale, c'est l'analyse de l'actualité, c'est l'analyse des grands dossiers du moment. Hein. Par exemple, en ce moment, hein, on a, sans rentrer dans les détails, hein, le fameux dossier de la Grèce, on a le cas de l'Espagne avec la recapitalisation de son secteur bancaire, on a le projet d'union bancaire de l'Union européenne, on a tout ça. On a tout ça qui peut être casé dans l'analyse fondamentale. Hein. Mais je vais revenir au cours de ce soir. Donc, avec le début du cœur, hein, de ce cours, donc la théorie de dos. Bon, je vais pas revenir sur la théorie de dos, hein, telle qu'elle a été formulée par Charles Dos il y a maintenant bien longtemps.
mais on va s'intéresser aux principes applicables au Forex. Je mentionne simplement Do pour dire qu'on se base là-dessus. C'est important de le dire, ne serait-ce que pour pas s'approprier des principes qui ont été développés par d'autres avant nous. Donc on a des principes de cette théorie de Do qui sont directement applicables au Forex. Déjà, la définition des tendances selon la théorie de Do. Deuxième chose, le fait qu'on admette qu'une tendance est active jusqu'à ce qu'elle lance de fermes signaux de retournement. C'est bête à dire, mais traduit en action sur les graphiques, ça devient beaucoup plus utile. Et enfin, le marché a trois tendances. Do parlait de tendances primaires, de tendances secondaires, et puis de tendances et puis de plus petites tendances, il appelait ça du bruit, des vagues, et on va pouvoir parler d'une évolution moderne que certains ont pu entendre parler sous le nom de la théorie des poupées russes. On va commencer par la définition des tendances selon Do. Voilà, je vérifie que les diapositives passent bien sur le live. Vous avez un petit décalage avec ce que j'ai à l'écran. Donc, selon la théorie de Do, une tendance haussière, elle est composée de sommets et de creux successifs croissants. On va voir sur des schémas, non pas sur des graphiques réels, parce que là, l'idée, encore une fois, l'idée, c'est pas un webinaire de trading, c'est un webinaire pour vraiment mettre en place des principes. Et ensuite, effectivement, il y a un deuxième temps qu'il faudra réaliser par vous-même. Il y a un deuxième temps d'application de tous ces principes, mais là on peut pas tout faire en même temps. L'idée c'est vraiment de poser des bases théoriques solides, de bien comprendre et pas simplement en gros, de bien comprendre l'analyse graphique pour ensuite essayer de l'appliquer au trading réel et ainsi d'acquérir de l'expérience. Alors j'ai quelques petites questions, je vais les lire, je vais voir si il y en a qui sont pertinentes sur le moment, sinon j'y répondrai un peu plus tard. Alors une question intéressante, on me dit s'il faut prendre en compte les mèches quand on trace des droites ou simplement la bougie. L'un et l'autre, c'est presque comme ça vous arrange, mais déjà ce qu'il faut comprendre, c'est une question qui me permet de donner une des spécificités de l'analyse graphique. C'est quelque chose d'intéressant parce que justement paradoxalement c'est intéressant parce qu'il y a de l'imprécision dans l'analyse graphique. Il ne faut pas essayer d'être très précis, il ne faut pas essayer de faire passer ses droites au millimètre. L'analyse graphique, ça permet de repérer des grands mouvements, ça permet de repérer des grandes tendances, ça permet de repérer, comme on a dit précédemment, le contexte général. Je vous ai parlé d'élaguer la situation avant de la préciser avec les indicateurs techniques. Donc la précision n'est pas forcément importante en termes d'analyse chartiste, d'analyse graphique. Donc c'est pas un problème qu'on devrait se poser. S'il faut prendre en compte les mèches quand on trace des droites, tout simplement les bougies. Parfois vous allez voir des corps de bougies qui forment des droites, et parfois ça va plus être des mèches, ou alors ça peut même être les deux. On fera dans un prochain webinaire de l'applicatif, mais là encore une fois l'idée c'est vraiment de mettre des bases théoriques en place. Donc pour la tendance baissière, selon la théorie de Do, c'est des sommets et des creux successifs décroissants. Donc sommets, on appelle ça des sommets, des pics ou des plus hauts, et les creux, on appelle ça des creux ou des plus bas. C'est la matière première de l'analyse chartiste, c'est la matière première de la construction des figures graphiques et des outils techniques.
Alors on me dit c'est des ordinateurs qui tradent et eux ils vont au plus juste. Bon là c'est un autre domaine, hein. On parle du trading tel qu'il est pratiqué en salle de marché. Là c'est l'expérience qui parle, hein. On n'a pas besoin, hein, de connaître la manière dont tradent les ordinateurs des salles de marché, hein, pour pouvoir réussir en trading. Donc on a des schémas très simples, hein, à l'écran, de tendance haussière et de tendance baissière, hein. Donc tendance haussière à gauche, vous parlez de pic aligné à la hausse, hein, de pic croissant et de creux croissant. Donc voilà ce que dit la théorie de dos. Pour qu'une tendance soit définie haussière, il faut que les pics successifs soient croissants, c'est-à-dire que chaque pic soit plus haut que le précédent, et que ça soit le même cas pour les creux, que chaque creux soit plus haut que le creux précédent. Pour la tendance baissière, c'est l'inverse, il faut que chaque pic soit inférieur au pic précédent, il faut que chaque creux soit lui aussi inférieur au creux précédent. Alors là, on parle pas d'outils, techniques, on parle pas de choses directement applicables, on parle vraiment de la matière première. C'est vraiment ce principe-là. Ça peut paraître enfantin, ça peut paraître même bête à dire tellement c'est simple. Mais ce principe-là qui fait qu'une tendance haussière, c'est des pics croissants successifs et des creux croissants successifs et inversement pour les tendances baissières, c'est finalement sur ce principe-là que repose toute l'analyse graphique, hein, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer tout au long du cours de ce soir, hein. Donc là c'est des choses vraiment très simples, mais c'est ce principe très simple, hein, il faut passer par la base, hein, c'est ce principe très simple qui permet de construire tous les outils d'analyse graphique, hein. Donc là on était sur la définition des tendances selon dos. Deuxième principe qu'on peut appliquer au Forex dans la théorie de dos, c'est qu'on admet qu'une tendance est active jusqu'à ce qu'elle lance de fermes signaux de retournement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une tendance est active jusqu'à ce qu'elle ne respecte plus la règle précédente, hein. Si on veut aller à l'essentiel, Do définit une tendance haussière et une tendance baissière avec des principes de pic et de creux successifs. Pour prendre les choses à la base, quand on a une tendance haussière avec des pics et des creux successifs haussiers, et qu'au bout d'un moment ils ne le sont plus, et cette tendance est remise en question. Ça aussi c'est un principe qui va nous aider à construire toutes les figures graphiques. La difficulté, c'est faire la différence entre une correction normale, hein, qui fait partie intégrante de la tendance étudiée, et une correction qui constitue le début de la tendance inverse. Et puis comme je viens de le dire, hein, donc la continuation de cette idée, hein, c'est que selon la théorie de dos, un retournement de tendance, c'est une inversion de la règle des plus hauts et des plus bas. On avait des plus hauts et des plus bas croissants, et on a des plus hauts et des plus bas décroissants, un retournement baissier, ou alors on avait des plus hauts et des plus bas décroissants, et après ils sont croissants, on a un retournement haussier, hein. Ça c'est des retournements selon la théorie de dos. Alors on parle d'indicateurs fractales, d'harmoniques pattern, etc. C'est des outils qui peuvent être effectivement intéressants. Mais avant d'utiliser ces outils, après c'est notre avis, certains peuvent réussir. Quand je dis c'est notre avis, je parle au nom de professeur Forex, hein. Après certains peuvent réussir, hein, très certainement, sans passer par les bases, mais notre expérience de formateur, hein, nous montre que ce sont ces bases qui, permettez-moi l'expression, posent vraiment les bases de la réussite, hein. Donc avant l'objet du cours de ce soir, c'est ces bases justement, hein. Donc peut-être qu'on parlera, on va se donner rendez-vous tous les mois, hein, donc peut-être qu'on parlera de tous ces indicateurs et de toutes ces techniques, mais c'est pas spécialement l'objet du cours de ce soir, hein, donc il faudrait que je passe sur des graphiques, etc., ce qui n'est pas prévu pour pouvoir vous répondre. Donc tous les indicateurs, hein, qui existent peuvent effectivement être utiles, mais il y a une règle, hein, pour terminer sur ce point, il y a une règle à suivre. Généralement, ce qui est trop nouveau, ce qui est trop élaboré, il faut s'en méfier. Il y a une théorie dans l'analyse graphique qui dit que, dans l'analyse technique au sens général, qui dit que finalement, qu'est-ce qui fait que l'analyse technique marche? C'est l'autoréalisation.
L'autoréalisation, c'est quoi? C'est le fait que tous les traders du monde, et même dans les salles de marché, hein, utilisent les mêmes principes. Tout le monde utilise les supports, tout le monde utilise les résistances, c'est l'exemple parfait. Et par conséquent, tout le monde a plus ou moins les mêmes supports et les mêmes résistances sur ces graphiques. Et comme on a tous appris à réagir face à des supports et des résistances, bah, on va tous prendre position dans le même sens face à une certaine configuration, ce qui va faire que ce que cette configuration est censée prédire va se réaliser, non pas par magie ou non pas par pépite statistique, hein, dans l'analyse, mais par autoréalisation. C'est tout simplement tout le monde fait la même chose au même moment, donc le scénario se réalise, hein. On agit tous de concert pour que ce qu'on a prévu, hein, se passe. L'exemple des supports et des résistances, c'est le plus parlant. Donc si on suit cette idée là, il faut essayer d'utiliser des choses qui sont très répandues, des choses qui vont être sur les écrans de beaucoup de traders, et en général ça marche mieux, ce qui veut pas dire que, encore une fois, il y a toujours des exceptions, ce qui veut pas dire que le compliqué et le nouveau marche pas. Mais encore une fois, nous on a certains principes, on a une certaine vision des choses qui nous fait nous reposer en partie, hein, sur ce principe d'autoréalisation, et en suivant ce principe, hein, on conseille plutôt d'utiliser des indicateurs vieux, des indicateurs répandus, des indicateurs que tout le monde connaît. De toute façon, il y a assez à tirer de ces indicateurs classiques, hein, pour avoir de quoi faire, hein, avant d'aller chercher des indicateurs très nouveaux, hein. Alors on me dit que les apporteurs de liquidités se servent parfois de l'analyse technique pour piéger les traders particuliers. Je suis pas en train de dire que l'analyse graphique, hein, c'est le Graal du trading, hein, mais c'est une base fondamentale, hein. Je suis pas en train d'essayer de dresser deux camps, le camp des indicateurs et le camp de l'analyse graphique. C'est pas du tout mon propos. Mon propos, au contraire, c'est de savoir utiliser les deux dans le bon sens, hein, et de savoir tirer profit au maximum des différents domaines, hein, du trading et de l'analyse, hein. Je suis pas en train de prôner, hein, un trading par l'analyse graphique essentiellement, principalement. Je suis simplement en train de construire un mode de pensée, et dans ce mode de pensée, hein, il y a l'analyse graphique qui intervient. Encore une fois, je vous le dis, on se reverra tous les mois, donc on aura le temps de voir d'autres domaines, et ça c'est une pierre, hein, de l'édifice, hein. L'analyse graphique, hein, c'est une pierre, hein, qui fait partie des bases de l'édifice de la connaissance, hein, que doit acquérir un trader, hein, si vous me permettez l'expression. Alors, on me demande, question intéressante, sur quelles sont les meilleures unités de temps, sur quelle unité de temps la théorie de dos est-elle la plus efficace. Il n'y a pas forcément de réponse à ça, hein. L'analyse graphique n'est pas forcément faite, hein, il n'y a pas un principe ou un indicateur qui marche mieux sur une unité de temps qu'une, enfin dans les faits si, mais disons que il n'y a aucun concepteur d'indicateur ou de figure graphique qui dira mon indicateur il s'utilise exclusivement sur telle échelle de temps, ou telle échelle de temps. On part simplement, encore une fois, du principe le plus simple, hein, les supports et les résistances. On peut tracer des supports et des résistances sur des graphiques en 1 minute, comme on peut tracer des supports et des résistances sur des graphiques en 1 semaine, hein, où une bougie représente 1 semaine. Donc il n'y a pas d'unité de temps préférable, hein. C'est aussi tout l'intérêt de l'analyse graphique, hein, de l'analyse technique même au sens général du terme. On peut s'en servir, hein, sur toutes les unités de temps. Alors pour quand même répondre à votre question, j'aurais tendance à dire que, encore une fois, comme on parle d'élagage, comme on parle de clarification de la situation générale avec l'analyse graphique, j'aurais tendance à dire que l'analyse graphique, elle peut être intéressante à faire sur une échelle de temps légèrement supérieure à l'échelle de temps sur laquelle vous vous positionnez. Par exemple, si vous faites du trading, si vous prenez vos décisions sur des graphiques en 5 minutes, il peut être intéressant avant de prendre votre décision sur le graphique 100 minutes, de faire une petite étude graphique, hein, graphique, chartiste, pardon,
sur un graphique 15 minutes ou sur un graphique horaire. Encore une fois, pas dans l'idée que ces principes s'appliquent à une certaine échelle de temps, mais dans l'idée d'une prise de recul, dans l'idée de la définition d'un contexte général. C'est la définition de la prise de recul, hein. Changer d'échelle de temps pour l'agrandir. Vous êtes sur un graphique en 5 minutes, vous avez un zoom sur le marché, vous passez sur un graphique en 15 minutes ou 1 heure, vous prenez littéralement du recul sur le marché. Donc ça peut être intéressant, hein, de faire une petite étude graphique, hein, succincte sur une échelle de temps supérieure à votre échelle de temps de positionnement avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, donc un retournement baissier selon la théorie de dos. Encore une fois, on est sur des principes très simples. L'idée, c'est pas de donner des outils, hein, avec lesquels vous allez gagner de l'argent demain sur le marché. L'idée, c'est vraiment de poser des bases qui vont permettre une compréhension, hein, générale de ce qui se passe. Donc sur l'exemple, sur le schéma, hein, c'est rien d'autre qu'un schéma qu'on a sous les yeux. On voit sur la gauche qu'on a des sommets qui sont croissants et des creux qui sont décroissants. Jusqu'ici, tout va bien. On peut parler de tendance haussière. À ce moment-là, on a une première anomalie, pourrait-on dire, hein, si on s'en réfère à la définition des tendances selon Do, hein. Je rappelle qu'une tendance haussière, c'est des plus hauts et des plus bas croissants. À partir de ce moment-là, ici, on peut commencer à dire qu'on n'a plus de plus haut et de plus bas croissants. On a un échec au nouveau plus haut. Mais on n'a pas encore d'inversion de tendance, hein. Je rappelle qu'un retournement selon la théorie de Do, c'est qu'on avait des plus hauts et des plus bas croissants, et on a ensuite des plus hauts et des plus bas décroissants. Donc à ce moment-là, on a comme une alerte. On sait qu'il y a eu une anomalie, hein, dans la tendance, hein. On n'arrive pas à marquer un nouveau plus haut. On remet en cause ce principe de la théorie de Do qui dit que dans une tendance haussière, les pics et les creux sont croissants. Donc j'ai les pics qui ne sont plus croissants. J'ai une petite lumière qui s'affiche dans ma tête, hein, qui me dit qu'il y a peut-être un souci. Ensuite, quand je dépasse la ligne noire ici, hein, je suis sûr de marquer un nouveau plus bas. Et je me retrouve donc excusez-moi, en retournement de tendance. C'est-à-dire que j'avais des pics et des creux croissants. Première étape, j'ai des pics qui sont décroissants, mais j'ai pas encore des creux décroissants. Donc je peux pas encore parler de retournement de tendance. À partir du moment où je passe sous le précédent creux, je peux parler de pics et de creux décroissants et je peux parler de retournement de tendance. Donc selon la théorie de Do, ce retournement, il se passe là, hein. Et ces principes-là, ils sont très importants pour ensuite construire des figures graphiques, parce qu'on va se rendre compte qu'au final, toutes les figures graphiques, hein, sont des mises en lumière de ces définitions de la tendance selon la théorie de Do. On va voir, ça va être particulièrement frappant avec le cas de l'épaule tête-épaule, hein, où on va voir que finalement c'est simplement cet exemple très simple que vous avez à l'écran en légèrement plus compliqué. Mais l'idée, pour ce qui est des figures de retournement, hein, ça va être d'arriver toujours au même point. On avait des pics et des creux croissants, on repère le moment à partir duquel on a des pics et des creux qui sont plus croissants, mais qui sont décroissants, dans le cadre du retournement baissier. Deuxième exemple, le retournement haussier. Là, on a une tendance baissière. Précédemment, on a des pics et des creux qui sont décroissants. À ce moment-là, on a une alerte, une petite alerte qui s'allume dans notre tête. On se dit, bah tiens, j'étais en tendance baissière, c'est censé être des pics et des creux décroissants. Je suis en train de remettre en cause ce principe, de remettre en cause par conséquent ma tendance, parce que les cours n'arrivent pas à aller chercher plus bas, n'arrivent pas à marquer un nouveau plus bas. On a un échec au nouveau plus bas. Mais là, il n'y a qu'une partie de la définition de la tendance baissière qui est annulée. On rappelle, la tendance baissière selon Do, c'est des pics et des creux décroissants. Donc on a deux composantes, les pics et les creux. À partir de ce point-là, là où il y a l'échec au nouveau plus bas, on a la moitié de la définition de la tendance baissière qui s'annule. On a les deux derniers creux qui sont croissants, mais nos pics, hein, sont toujours tous décroissants. À partir du moment où on passe au-dessus du dernier pic, qui est ici,
on inverse la tendance parce que on peut définir, selon les principes de dos, une tendance haussière vu qu'on a des pics et des creux croissants. Encore une fois, je parle pas d'application au trading, hein, je parle d'un principe qui va nous permettre ensuite de décortiquer toutes les figures graphiques. Donc troisième point de la théorie de dos, hein, qui peut nous intéresser dans le cadre du trading moderne, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler la théorie des poupées russes. C'est au final une extension d'un des principes de la théorie de dos. Alors, selon Do, on avait trois niveaux de tendance. La tendance primaire, la tendance secondaire et les tendances mineures, hein. La tendance primaire, bon, alors, il donnait des échelles de temps. La tendance primaire dure jusqu'à 3 ans, la tendance secondaire tant de mois, etc. Ça, c'est pas forcément intéressant parce que ça se basait sur l'étude des marchés actions à une époque où on n'avait pas encore d'ordinateur, donc les choses se sont depuis accélérées et les choses fonctionnent plus forcément pareil sur les marchés aujourd'hui, donc c'est pas forcément applicable, mais l'idée qui est derrière tout ça, elle reste intéressante. Do faisait une métaphore assez intéressante, la métaphore de la marée. Il disait que la tendance primaire c'était la marée, la tendance secondaire c'était les vagues et la tendance mineure c'était le clapotis au-dessus des vagues, hein. Quand on se met au bord de la mer, quand on arrive sur la plage, on ne sait pas forcément si la marée elle est montante et où elle est descendante. Quand on s'assoit 10 minutes et qu'on regarde les successions de vagues, on arrive à voir si les vagues elles sont de plus en plus rapprochées de la plage ou si au contraire elles s'éloignent de plus en plus de la plage. Et ça nous permet de tirer la conclusion, la marée est descendante ou la marée est montante. C'est un peu la même chose avec le trading. Hein. On a des successions de pics et de creux, on ne sait pas forcément dans quel sens va la tendance, on observe, hein, donc pas forcément en attendant, on peut revenir en arrière sur ces graphiques, hein, et on regarde si les pics et les creux sont plutôt croissants ou sont plutôt décroissants, ce qui nous permet de définir un sens à la tendance. Est-ce qu'elle va chercher plus haut, est-ce qu'elle va chercher plus bas, ou est-ce qu'elle va rien chercher du tout. Et il parlait aussi de la tendance mineure qui est les clapotis au-dessus des vagues, hein. Donc ça c'est incohérent, ça c'est imprévisible, et ça c'est ce qu'on peut appeler en statistique du bruit, hein. Donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut se reposer, hein. Donc cette métaphore elle est assez intéressante, et puis je souhaitais vous la présenter parce qu'effectivement ça peut aider à comprendre tous ces principes, hein. Alors l'extension de ce principe, qu'on peut appeler la théorie des poupées russes, c'est que finalement il y a de nombreux niveaux de tendance imbriqués les uns dans les autres. Sur une même échelle de temps, on va avoir plusieurs niveaux de tendance, hein. Par exemple, tout simplement, on jette un œil sur n'importe quel graphique, on voit que la tendance est haussière, on voit que les cours montent. On n'a pas besoin d'étudier les plus bas, les pics et les creux, à la limite. On voit que ça monte, hein, tout simplement, on voit que la tendance est haussière. Et quand on s'intéresse un petit peu plus à ce mouvement, à ce graphique qui se dirige vers le haut, on voit que il y a des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, et que la somme de ces mouvements constitue la tendance. Ensuite, si on zoome encore plus et qu'on regarde ces mouvements haussiers et ces mouvements baissiers qui composent les tendances, on voit qu'il y a encore d'autres niveaux de tendance jusqu'à arriver au graphique en tic par tic, hein, où on a du cotation par cotation. Mais l'idée c'est de se dire j'ai un mouvement et il y a en dessous, derrière ce mouvement, de plus petits mouvements qui composent ce mouvement. Et c'est là tout l'intérêt de l'étude de tendance. En fait, l'étude de tendance, elle sert à connaître le mouvement dans lequel s'imbriquent les mouvements que vous suivez. Vous suivez un mouvement de baisse. Est-ce que ce mouvement de baisse, il s'imbrique dans un plus grand mouvement de hausse ou de baisse? Vous suivez un mouvement de hausse, est-ce que ce mouvement de hausse, il s'imbrique dans un plus gros mouvement de hausse ou de baisse? C'est vraiment ça le but de l'étude de tendance, c'est de savoir dans quel mouvement s'imbrique le mouvement qui vous intéresse dans le cadre de votre trading. On pourrait appeler ça en fait la tendance de terme directement supérieure. Ce qui vous intéresse quand vous faites du trading sur un graphique en 5 minutes par exemple, c'est pas la tendance qui prévaut depuis 3 ans. C'est la tendance qui prévaut dans le cadre des mouvements que vous suivez dans votre graphique 5 minutes. Donc c'est ça le but de l'étude de tendance, hein, c'est de savoir dans quel sens va le marché, mais pas dans quel sens va le marché depuis 3 ans, depuis 1 mois, dans quel sens va le marché
par rapport à votre horizon de trading, par rapport à vos objectifs. Hein. Est-ce que le mouvement qui vous intéresse s'imbrique dans un mouvement plus large haussier ou plus large baissier? C'est ça le but de l'étude de tendance. Donc ça sert à rien, si vous voulez, de passer sur 50 échelles de temps différents et essayer que votre prise de position sur le graphique en 5 minutes elle soit haussière et que vous confirmiez que la tendance est également haussière sur le graphique en 5 minutes et également haussière sur la tendance en graphique horaire et également haussière sur la tendance en graphique journalier. Ça c'est inutile. Ce qui vous intéresse dans l'étude de tendance, c'est la tendance de terme directement supérieure, le mouvement qui est constitué par les mouvements qui vous intéressent pour le trading. Hein. Et ça, c'est à rattacher à la théorie des poupées russes qui dit que si on zoome sur une échelle de temps inférieure, on trouve toujours de nouveaux niveaux de tendance et que les tendances s'imbriquent les unes dans les autres pour donner lieu à des mouvements généraux. C'est vraiment ça l'idée et le but de l'étude de tendance. Oui, j'ai fait effectivement une coquille dans la diapo, j'ai dit un biquet, mais c'est effectivement un briquet. Désolé pour cette petite erreur. Pourtant, il y a eu de la relecture, donc comme quoi, personne ne fait forcément les choses bien de bout en bout. Désolé pour cette petite erreur. Donc, à quoi sert l'étude de tendance? On y est venu, mais on va résumer tout ça. Ça sert à connaître le sens général du marché et ça sert à suivre ce sens général du marché. Pourquoi? Parce que c'est la méthode la plus profitable sur le long terme. On entend souvent des traders dire moi je suis un trader de retournement de tendance, moi je suis un trader de suivi de tendance. Bon, ça peut être des styles de trading. Moi je suis un trader de range, mais on se rend compte qu'au final, ce qui est le plus facile, c'est de suivre la tendance qui est en cours. On dit, ça vous l'entendez absolument partout, qu'il vaut mieux trader dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce que ça implique une réduction du risque et la possibilité de gommer les erreurs de timing. Par exemple, si vous prenez un trade à la baisse dans le cadre d'un mouvement baissier qui fait partie d'un grand mouvement haussier, si vous vous trompez dans le timing, si vous prenez position au mauvais moment et que vous attendez, tout ce que ça va faire, c'est aggraver vos pertes parce que la tendance générale va reprendre ses droits et va continuer à faire monter les cours. Alors que si vous avez défini la tendance générale et que vous faites une erreur de timing, si vous êtes sûr de vous dans la tendance générale, au final, vous avez qu'à attendre pour que la tendance générale reprenne ses droits et que vous gommiez cette erreur de timing. Donc c'est aussi pour ça, c'est même surtout pour ça qu'on dit qu'il est préférable de trader dans le sens de la tendance. Ça gomme certaines ça gomme certaines erreurs de timing. Alors je suis pas en train de dire que quand ça se passe mal sur une opération de trading, il faut attendre que ça redevienne profitable. C'est en aucun cas mon propos. Ça peut être une grave erreur, ça peut être une erreur fatale pour votre compte de trading. Je suis en train de dire ça vraiment dans le cadre où vous êtes sûr de vous pour la tendance générale. Vous êtes sûr que votre tendance générale est haussière, mais vous vous êtes positionné par exemple au début d'un mouvement baissier qui constitue qui fait partie intégrante de cette hausse. Dans ces cas-là, l'idée la plus judicieuse, ça peut être effectivement d'attendre un petit peu pour se retrouver dans un mouvement haussier qui fait toujours partie de cette hausse et de gommer l'erreur de timing que vous avez effectuée. Donc je suis pas en train de dire que quand ça se passe mal, faut attendre, surtout pas. Oui, comme disent les Anglais, trend is your friend. Oui, également, chez eux, ça rime. Y a rien de plus vrai. C'est surtout quand on est débutant, on fait souvent des erreurs de timing, on se positionne au mauvais moment, et puis définir la tendance générale, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, on se trompe difficilement quand on définit la tendance générale, à moins de tomber sur un moment de retournement. Donc, effectivement, il faut trader dans le sens de la tendance. Après ça interdit pas les stratégies de retournement, mais encore une fois, il y a une courbe de progression du trader, et le trader débutant, il devrait plutôt s'intéresser au suivi de tendance. Et enfin, connaître le sens de la tendance.
permet d'orienter la recherche des signaux dans les études techniques. Forcément, si vous avez défini que la tendance générale est haussière, vous allez plutôt vous intéresser aux signaux haussiers sur vos indicateurs. C'est dans ce sens-là que je parlais des lagages. Ce qui ne veut pas dire que dans une tendance haussière, il n'y a pas des trades baissiers intéressants, mais ils vont être mathématiquement plus risqués que les trades haussiers. Donc le trader débutant qui veut cadrer les choses et qui veut pas prendre trop de risques, il définit sa tendance générale. Si la tendance générale elle est haussière, quand il va en arriver à la phase où il étudie ses indicateurs, il va rechercher surtout des signaux haussiers. Et inversement pour les tendances baissières et les signaux baissiers. Alors, on va maintenant passer aux outils graphiques et encore une fois les mettre en perspective avec les principes de la théorie de Do. Donc Do pose les bases, les principes et les fondements de l'étude de tendance et puis plus généralement de l'analyse graphique. Et de la théorie de Do découlent plusieurs outils graphiques que tous les traders connaissent, que vous connaissez certainement tous, et on va étudier le lien entre ces outils basiques et les principes de Do. Donc l'outil le plus basique dans l'analyse graphique, c'est bien sûr les supports et les résistances. Donc un support, c'est un niveau de cours sur lequel les prix j'ai inversé les deux définitions. Donc on va tout de suite passer au schéma. Donc voilà, une résistance c'est un seuil au-dessus desquels les cours n'arrivent pas à passer, et un support c'est un seuil au-dessous desquels les cours n'arrivent pas à passer. Donc on bute à la hausse sur une résistance, et sur un support on bute à la baisse. Donc si on veut mettre ça en perspective avec la théorie de Do, c'est une anomalie de la théorie de Do. On a des pics ou des creux qui sont ni croissants ni décroissants. Donc c'est un petit peu le cas particulier de la théorie de Do. On parlait des ranges tout à l'heure, un range d'ailleurs, on y reviendra, mais finalement un range ça peut être défini par un canal horizontal, et un canal horizontal c'est quoi quand on prend les choses dans l'ordre, c'est tout simplement un moment où on a simultanément un support et une résistance et que les cours rebondissent entre ces deux seuils. Il n'y a pas de différence entre un canal de consolidation et puis un moment où on a un support et une résistance simultanément. C'est exactement la même chose par définition. Un canal de tendance, c'est un canal de consolidation, c'est un support et une résistance simultanée. Donc, petite précision sur les supports et les résistances. Les règles de base, c'est que plus le support ou la résistance tient, plus il sera difficile à franchir. Plus on a de points de contact avec ce seuil, plus ce seuil est valide. Et quand un niveau de support ou de résistance est cassé, il est fréquent de voir ce niveau inverser son rôle. Un support qui est cassé, il aura tendance à devenir résistance, et une résistance qui est franchie aura tendance à devenir un support. Et enfin, plus le support ou la résistance est repéré sur un graphique de long terme, plus ce niveau est valide, mais plus il est repéré sur un graphique de long terme, moins il sera précis. Mais ce qui est intéressant pour ceux qui traitent sur le court terme, c'est de temps en temps, par exemple ceux qui traitent sur les graphiques en 5 minutes, c'est de temps en temps aller voir ce qui se passe sur les graphiques horaires, par exemple, voire sur les graphiques journaliers, si vous vous retrouvez pas proche d'un support ou d'une résistance qui est visible sur ces graphiques. Et dans ces cas-là, il peut être utile de reporter sur votre graphique en 5 minutes les résistances et supports importants que vous voyez sur les graphiques horaires et journaliers, par exemple. On parlait des échelles de temps tout à l'heure. Alors il n'y a pas d'échelle de temps favorable au trading, favorable à certains principes d'analyse chartiste ou d'indicateurs. Mais on peut parler d'échelle de temps préférable en fonction des principes d'autoréalisation. On a parlé de l'autoréalisation tout à l'heure, le fait que tout le monde fait un peu la même chose au même moment. C'est la base, c'est de prendre les mêmes graphiques que tout le monde, et on a des graphiques qui sont bien plus utilisés que les autres. Dans l'ordre, on a le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures et le journalier. C'est les 6 graphiques les plus utilisés. Donc 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et journalier. C'est vraiment les graphiques les plus utilisés. Donc on devrait, d'après nous, se contenter de ces échelles de temps, ne pas essayer d'aller voir ce qui se passe sur le graphique en 6 minutes, sur le graphique en 7 minutes, sur le graphique en 20 minutes.
Après, certains peuvent trouver des choses intéressantes sur ces graphiques, mais encore une fois, dans le trading, il vaut mieux essayer de ne pas se reposer sur les exceptions, hein. Il vaut mieux essayer de se reposer sur les règles générales. Alors, dans la pratique des supports et des résistances, on a une certaine imprécision. On n'a pas, on a en général plutôt des zones de support et de résistance, hein, que ce soit sur les graphiques longs ou sur les graphiques courts. Il faut pas, on a souvent de plusieurs pics, hein, qui forment les supports et les résistances, hein, et on voit que parfois, hein, ces seuils sont franchis par les mèches, sont vraiment pas très précis. C'est pas pour ça qu'il faut pas en tenir compte, hein. Il faudrait considérer les supports et les résistances comme des bandes finalement plutôt que comme des lignes, comme des bandes plus ou moins larges en termes de pipe en fonction de l'échelle de temps, hein. Mais c'est pas, il faut pas essayer de faire passer ces supports et ces résistances au pipe près sur les pics et les creux, hein. Sinon on va en trouver vraiment très très rarement. Et les cassures peuvent donc être difficiles excusez-moi, à repérer et à confirmer forcément. Si on a un support, une résistance qui n'est pas un seuil précis, qui est une zone, on va pas pouvoir avoir de déclencheur précis. À partir de quel moment je considère que ce support ou cette résistance est cassée, vu que c'est une zone. Et de combien je dois pénétrer cette zone pour considérer qu'il se passe réellement quelque chose. Ça, c'est une tâche, hein, qui est rendue difficile par l'imprécision de ces zones de support et de résistance. Alors, je fais quand même un point sur les autres moyens de repérer, quelques autres moyens de repérer des supports et des résistances potentielles. On a les niveaux de Fibonacci, les retracements et les extensions de Fibonacci. On a les seuils psychologiques, hein, les seuils psychologiques c'est les seuils ronds. Et on a les points pivots, hein. Alors bon, on a différents types de points pivots. Encore une fois, nous on prône la simplicité, les outils basiques, donc les points pivots simples, hein, c'est ce qu'on préconise en général d'utiliser. Alors, on va essayer de développer des principes, hein, qui vont nous permettre de pallier à ce problème d'imprécision des supports et des résistances qui débouche sur le problème de bien repérer les cassures de support et de résistance, hein. Donc le but c'est de faire la différence entre les vraies et les fausses cassures de support et de résistance. Le principe c'est de laisser passer la cassure et d'attendre la correction qui suit, et cette correction qui suit, hein, on pourrait appeler ça le phénomène de la seconde chance, hein, comme c'est marqué à l'écran. On va avoir un exemple schématique ici. On voit ici cerclé de noir la cassure, hein, on avait une résistance, on la casse, on passe au-dessus. Mais est-ce que je considère qu'elle est cassée à partir du moment où je la touche, à partir du moment où je la dépasse? Est-ce que j'attends qu'elle soit largement dépassée pour considérer que la cassure a été effectuée? Donc alors je rappelle, hein, pour ceux qui ont besoin des bases fondamentales, hein, un franchissement de résistance, hein, la cassure d'une résistance, c'est à classer dans les signaux haussiers, c'est à classer dans les signaux acheteurs. Donc quelqu'un qui sait que les résistances sont imprécises, il va pas se risquer à prendre position trop tôt dans la cassure. Il va se dire j'attends d'être sûr que c'est cassé, j'attends d'être sûr, je vais être vraiment sûr, et peut-être qu'il va prendre position par là. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va prendre position à l'achat par là, et puis tout de suite après, bah, les cours vont repartir dans l'autre sens, et puis il va se dire mince, je me suis trompé, et il va fermer sa position en perte, alors que finalement ça repartait ensuite à la hausse. Donc quand on fait des stratégies, ou quand on fait tout simplement des idées de trading, hein, sur des cassures de support et de résistance, il vaut mieux attendre le mouvement qui suit la cassure. Il nous faut un mouvement haussier pour casser une résistance. Attendons le mouvement baissier qui suit.
ça va nous permettre deux choses. Déjà, de se positionner à meilleur compte. On va, vaut mieux se positionner quand on fait des trades d'acheteurs, il vaut mieux se positionner dans les creux que sur les pics. Hein. C'est meilleur pour le stress, et puis c'est meilleur pour le compte de trading. Hein. Donc, on attend que la cassure passe. Il nous faut un mouvement haussier pour faire cette cassure. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, et puis les tendances, qu'elles soient haussières ou baissières, sont constituées de mouvements contraires, de hausse et de baisse. Donc on sait qu'à un moment, cette hausse de cassure va bien être corrigée. Corrigée non pas pour inverser l'embryon de tendance haussière, mais tout simplement pour que les cours reprennent leur souffle, comme c'est tout à fait sain dans le cadre de toutes les tendances. Donc on attend cette correction qui constitue notre seconde chance, et on va voir si ce mouvement correctif va s'arrêter au-dessus de la résistance, sur la résistance, ou au contraire va repasser sous la résistance. Dans les deux premiers cas, si ce mouvement correctif s'arrête au-dessus de la résistance ou sur la résistance, on peut confirmer le trade acheteur. Si on repasse sous la résistance, hein, on peut considérer que le passage au-dessus de la résistance n'était qu'un test, et donc abandonner l'idée du trade acheteur. Hein. Donc on va pouvoir effectivement se servir de ce principe-là pour essayer de confirmer les cassures des supports et des résistances qui sont des zones. Hein. On me demande si les supports sont toujours près des chiffres ronds, par exemple un 29 ou un 29,50. Non, pas toujours, mais ces chiffres ronds ont un impact psychologique qui fait que par conséquent, hein, on a parfois et souvent même des supports ou des résistances qui se dessinent autour ou sur ces seuils. C'est pour ça que je disais que c'est un outil presque prédictif, hein, pour les zones de support et de résistance. Hein. Ça se voit sur l'euro-dollar, hein, ces derniers jours. Hein, ces derniers jours, on a eu plusieurs tests des 1,30, hein, notamment la semaine dernière. Hein. Aujourd'hui on a même touché les 1,31, mais on a eu plusieurs tests des 1,30, et si vous prenez vos graphiques de la semaine dernière, vous voyez qu'effectivement on peut se douter, hein, que c'est le seuil des 1,30, hein, c'est l'impact psychologique des 1,30, hein, qui a par 3 fois, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière, a empêché l'euro de passer au-dessus de ce seuil. Même exemple, hein, sur une cassure de support, on avait un support, on a la cassure, il vaut mieux attendre la correction haussière qui suit le mouvement de cassure pour pouvoir prendre position, pour deux raisons: se positionner à meilleur compte et confirmer la cassure. Est-ce que le mouvement correctif haussier qui suit la cassure s'arrête sous le support, sur le support ou au-dessus du support? S'il s'arrête au-dessus du support, on peut abandonner l'idée du trade vendeur, et s'il s'arrête sur l'ancien support, hein, qui est potentiellement devenu résistance maintenant, sur l'ancien support ou en dessous, on peut confirmer cette cassure. L'idée c'est pas d'aller encore compter les vagues, hein, comme dans la théorie des vagues d'Elliott. Hein. L'idée c'est simplement de garder certains principes en tête. Une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, est composée de mouvements haussiers et baissiers, de petits mouvements haussiers et baissiers. Il me faut un mouvement baissier pour casser un support. Je vais donc avoir à un moment un mouvement haussier ensuite, et j'ai du mal à bien repérer les cassures de support parce que c'est des zones et c'est pas des seuils précis. Donc je vais utiliser ces principes, je vais utiliser ce que je sais, hein, pour essayer de pas faire de bêtises. Hein. C'est ça l'idée. Donc on peut appeler ça le phénomène de la seconde chance. Hein. On a d'autres outils très basiques, hein, dans l'analyse chartiste. On a les lignes de tendance. Hein. Je fais un petit tour sur les questions. Alors on me redemande si le time frame est important. Le time frame est pas forcément important. Enfin, si votre question c'est est-ce que les supports ça marche mieux sur certaines échelles de temps, la réponse est non. Mais il est d'après moi important d'utiliser des échelles de temps que beaucoup de traders utilisent. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, les échelles de temps les plus utilisées, c'est les 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et puis journalier. Donc les lignes de tendance baissière, on peut appeler ça des supports obliques. Finalement, l'idée en fait dans toute notre, on peut appeler ça notre théorie pédagogique, hein, c'est d'aller du plus simple
au pas plus compliqué mais au moins simple, et de toujours se servir de la connaissance précédente pour appuyer la connaissance suivante. Là on a vu les principes de support et de résistance. Pourquoi voir les lignes de tendance comme des outils vraiment séparés des supports et des résistances, alors qu'il y a énormément de liens dans le comportement des supports et des résistances et dans le comportement des lignes de tendance. Donc une ligne de tendance baissière, on peut considérer ça comme une résistance oblique, là il y a une petite erreur, et une ligne de tendance haussière comme, pardon, j'ai vraiment une erreur là sur la diapo, une ligne de tendance haussière, donc c'est un support oblique, un support penché vers le haut, des creux alignés à la hausse. Une ligne de tendance baissière, c'est une résistance oblique, des sommets alignés à la baisse. On va le voir sur les, sur les schémas. Donc voilà, la ligne de tendance haussière, on voit que c'est un support penché vers le haut. Alors j'utilise à dessein des mots simples pour vraiment montrer que c'est des outils très simples et pour pas essayer de compliquer les choses. Une ligne de tendance haussière, c'est tout simplement un support qui penche vers le haut. On a les cours qui rebondissent sur cette ligne. C'est exactement le même comportement sur un support. Il faut effectivement se rendre compte que le support et la ligne de tendance haussière, c'est deux choses complètement liées. D'ailleurs, il y a certains traders et certains formateurs même qui n'utilisent pas les termes de ligne de tendance haussière ou ligne de tendance baissière, qui parlent de support haussier ou de résistance baissière, pour dire à quel point ces outils sont liés. À noter par rapport à la théorie de dos, c'est que la ligne de tendance haussière, elle nous met tout simplement en lumière, alors elle nous met en lumière une tendance haussière, mais elle nous met en lumière le respect d'une partie de la définition des tendances selon la théorie de dos, avec des creux qui sont croissants. Donc là on a tout simplement la mise en lumière d'une partie de la théorie de dos. Ligne de tendance baissière, donc une résistance penchée vers le bas. On a les cours qui n'arrivent pas à passer au-dessus de cette ligne, sauf que au lieu d'être horizontale comme avec une résistance, cette ligne est penchée vers le bas, donc le même comportement face à une ligne de tendance baissière. Et là, par rapport à la théorie de dos, on a la mise en lumière d'une partie de la définition baissière des tendances selon la théorie de dos, c'est-à-dire des pics alignés, pas forcément alignés, mais en tout cas des pics décroissants. C'est un petit peu une évolution de la théorie de dos, parce que non seulement ces pics sont décroissants, mais en plus ils sont alignés à la baisse. C'est encore plus visible. Alors on me demande s'il y a un minimum de rebond à valider pour valider le support, la résistance ou même la ligne de tendance. On parle souvent effectivement de 3 rebonds, c'est ce qu'on me dit dans la question. J'irai pas contre ce principe, mais j'essaierai de revenir à du bon sens à la limite. Le bon sens, c'est vraiment très important dans le trading, et puis ce qui est important aussi, c'est d'essayer au maximum de se servir de ce qu'on peut des principes de bon sens tout simple dans le trading. Une résistance ou un support, qu'est-ce que c'est? C'est des droites. Et que nous dit la géométrie basique? La géométrie basique, elle nous dit que pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc on peut commencer à soupçonner un support ou une résistance à partir de 2 pics ou de 2 creux. Ça serait pas une erreur. Après, à 3 on est plus sûr, et plus il y en a, plus c'est sûr. Ça c'est certain. Mais c'est pas pour ça que on peut pas commencer à dessiner, à soupçonner des supports et des résistances avec simplement 2 pics ou 2 creux. C'est pas forcément à conseiller, mais c'est pas non plus quelque chose qui doit être considéré comme une erreur. Alors, on me demande, question intéressante, on me demande si on peut tracer des résistances haussières. Alors, je vais revenir sur le canal haussier, sur la ligne de tendance haussière.
Si on peut tracer des résistances haussières, c'est-à-dire que le cours monte mais bloque sur une ligne, là on va plutôt parler d'un canal. Ça serait une erreur de faire ça si on avait une seule ligne. On va y venir au canot, mais ça serait une erreur de tracer une ligne en gros haussière qui relie des pics. Pourquoi? C'est la raison, c'est l'utilisation de ces lignes. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire la tendance haussière? Déjà, elle met en lumière une tendance haussière. Donc, par définition, face à cette tendance haussière, il vaut mieux prendre des trades haussiers. 2, on voit que les cours rebondissent sur cette ligne. Donc l'utilisation théorique, l'utilisation simple, c'est de prendre des trades acheteurs quand on arrive proche de cette ligne pour rebondir. Si on traçait une ligne sur les pics, qu'est-ce qu'elle nous inciterait à faire cette ligne? On remarquerait que la tendance est haussière, mais les rebonds, les blocages sur cette ligne nous inciteraient à prendre des trades baissiers, et donc des trades dans le sens inverse de la tendance. Donc c'est pour ça que c'est déconseillé. De la même manière avec les lignes de tendance baissière, si on traçait une ligne sur les creux, cette ligne, elle nous mettrait en lumière les rebonds sur cette ligne et nous inciterait à prendre des trades acheteurs, alors que on a visiblement une tendance baissière en place. Donc on peut tracer ces lignes à condition que l'opposé soit valide. À partir du moment où j'ai une ligne de tendance baissière valide, je peux regarder si j'ai pas sa parallèle qui peut passer par les creux. Mais si on n'a que par exemple là, si on avait des pics un peu en désordre et des creux en ordre bien alignés à la baisse, ça serait plutôt une erreur de tracer cette ligne et de s'en servir pour jouer les rebonds. De toute façon, on en revient encore une fois à trend is your friend, il faut trader dans le sens de la tendance. Si on traçait les lignes de tendance autrement, elles nous inciteraient à prendre des positions dans le sens inverse de la tendance. Donc l'utilité des lignes de tendance, pour remettre un peu les choses en place, ça permet de mettre en lumière des tendances, bien évidemment, et donc d'en profiter avec du suivi de tendance ou avec des stratégies sur les rebonds sur ces lignes de tendance, et également de repérer des retournements, on appelle ça les breakout, breakdown, c'est comme sur les supports et les résistances. Et ça permet aussi de repérer des objectifs, ce que je vous ai pas dit d'ailleurs sur les supports et les résistances. Ça paraît évident, quand on est sur un trade acheteur et qu'on a une résistance dans le viseur, il peut être intéressant de positionner sa limite avant cette résistance, parce que on a statistiquement des chances que ça reparte au moins un petit peu à la baisse après avoir touché cette résistance. Inversement pour un support, quand on est sur un trade baissier et qu'on voit qu'on a un support qui arrive à proximité, ça peut être intéressant de prendre ses bénéfices parce qu'on a un risque de rebond sur ce support. C'est la même chose sur les lignes de tendance. Quand vous êtes positionné dans le sens inverse de la tendance et que vous arrivez sur une ligne de tendance, il vaut mieux sortir de la position sur cette ligne de tendance pour éviter de prendre le retournement dans la figure, si vous me permettez l'expression. Donc ça peut permettre de déterminer des objectifs. De toute façon, d'une manière générale, et là on fait encore intervenir le bon sens, à partir du moment où il y a un outil sur lequel on a des rebonds, c'est forcément un outil qui peut générer des objectifs comme un outil qui peut générer des prises de position. On peut se servir de ces rebonds pour stopper les positions, comme on peut s'en servir pour les initier. Donc ça permet aussi de déterminer des objectifs, tout comme les supports et les résistances. L'idée c'est de repérer des points de friction potentiels, et ces points de friction, c'est les points sur lesquels il peut être utile de démarrer ou de terminer les prises de position. On va maintenant voir certaines figures graphiques particulières, et c'est là qu'on va vraiment voir comment utiliser la théorie de dos pour décortiquer ces figures graphiques. Alors il existe une multitude de figures graphiques particulières ou chart patterns qui se basent sur la théorie de dos,
et sur les règles d'étude de tendance et qui peuvent aider à l'interprétation et fournir des signaux de trading. Mais il est parfois difficile pour un œil non exercé de bien repérer et de bien utiliser ces figures graphiques. On a des livres entiers de centaines de pages qui vous présentent des figures graphiques. On a des triangles, des biseaux, j'en passe et des meilleurs. On a vraiment beaucoup de figures graphiques qui existent. Et celui qui n'est pas au courant des principes fondateurs de ces figures graphiques, il se dit bon voilà, une tâche herculéenne m'attend, je vais devoir enregistrer mentalement toutes ces figures graphiques, essayer de les repérer sur mes graphiques et faire et appliquer l'interprétation théorique de ces figures. L'idée vraiment de ce soir, outre de remettre en place des bases fondamentales, c'est de vous apprendre à passer outre ces définitions et ces interprétations de figures graphiques, à passer outre la méthode du calque, c'est-à-dire regarder une figure graphique sur un livre, essayer de la repérer sur votre graphique réel et puis faire la même chose. L'idée c'est d'essayer de décortiquer cette figure graphique pour prendre vous-même la décision de trading et ainsi de ne plus avoir besoin de connaître les figures graphiques, de simplement savoir les décortiquer et du coup d'utiliser les figures graphiques sans même savoir que vous les utilisez. On va commencer avec plusieurs figures graphiques. On va passer en revue les triangles, les canaux, les doubles sommets, les doubles creux, les épaules tête-épaule et les épaules tête-épaule inversées. Donc les triangles, trois types de triangles principaux, le triangle symétrique, le triangle haussier, qu'on peut également appeler triangle résistance, et puis le triangle baissier, triangle support. On va commencer par le triangle symétrique. Déjà quelques généralités sur les triangles. Les triangles sont des figures d'indécision. On voit les cours rebondir entre une borne haute et une borne basse dans les triangles. Ça ne doit pas vous inciter à trader entre les bornes. C'est pas quelque chose de recommandé. On a souvent des mouvements erratiques, on a souvent des mouvements irrationnels au sein des triangles. Le principal intérêt de repérer un triangle, c'est de savoir quand il ne faut pas trader justement et d'attendre qu'on soit sorti du triangle pour faire du trading. Alors ça va commencer à devenir intéressant la théorie de dos ici, parce que là on a un exemple assez parlant. Je rappelle que pour dos, une tendance haussière c'est des pics et des creux alignés à la hausse, et une tendance baissière c'est des pics et des creux décroissants. Pas forcément alignés d'ailleurs, des tendances haussières pics et creux croissants, tendance baissière pics et creux décroissants. Là, si on analyse ce qu'on a à l'écran, on a des pics qui sont décroissants. Alors on se dit tiens, selon la théorie de dos, ça me fait penser à une tendance baissière. Je vais aller voir ce qui se passe du côté des creux. Tiens, les creux sont croissants aussi. Donc j'ai deux principes qui s'opposent. Selon la théorie de dos, je peux ni définir une tendance haussière, ni définir une tendance baissière, ce qui appuie la théorie du triangle qui parle de figure d'indécision. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de toujours réutiliser des principes qu'on a déjà vus, d'essayer de se reposer sur ces bases, d'essayer de se reposer sur ce qu'on connaît pour essayer d'analyser ce qu'on connaît moins bien. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des pics alignés à la baisse, la ligne rouge qui passe par les trois pics. Et ça, c'est quoi? C'est une tendance, c'est une ligne de tendance baissière parfaitement valide. La ligne de tendance baissière, pour la tracer, on ne nous demande pas de regarder les creux, on nous demande de regarder que les pics, et on nous demande de trouver des pics alignés à la baisse. Donc là, on a une ligne de tendance baissière en rouge qui est parfaitement valide, et on a simultanément une ligne de tendance haussière qui est parfaitement valide. La ligne de tendance haussière, elle s'intéresse au creux. On ne nous demande pas de s'intéresser au pic pour tracer une ligne de tendance haussière. On nous demande de trouver des creux alignés à la hausse. Et ici, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a sur un triangle symétrique? On a en fait un moment où on a simultanément un argument baissier, la ligne de tendance baissière, les pics décroissants, et simultanément un argument haussier, la ligne de tendance haussière, les creux croissants. Et ça nous donne encore une fois la même conclusion. Il y a de l'incertitude dans cette figure, je ne me positionne pas. Là, je vous fais l'exemple d'une sortie par le haut. Et c'est au moment où on sort qu'il faut prendre position. Et encore une fois, selon la théorie de dos, pourquoi? Parce que là, j'ai des pics décroissants, ok, mais j'ai des creux croissants. J'ai pas d'application de la théorie de dos. Si je sors par le haut, qu'est-ce qui se passe? J'ai des creux croissants et je commence à avoir des pics croissants.
Donc je commence à pouvoir appliquer la définition d'une tendance haussière selon la théorie de dos et à justifier une prise de position à la hausse. C'est vraiment ça tout le principe de l'analyse des figures chartistes, c'est d'essayer d'appliquer la définition des tendances selon la théorie de dos. Est-ce que j'ai des pics et des creux croissants? Est-ce que j'ai des pics et des creux décroissants? Si c'est pas le cas, le moment déclencheur de la prise de position, c'est le moment où la situation s'éclaircit et où je commence à avoir des pics et des creux croissants ou des pics et des creux décroissants. C'est vraiment comme ça qu'il faut, c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est la manière la plus simple d'analyser les figures graphiques plutôt que de se dire j'essaye de calquer ce que j'ai vu et j'essaye de faire exactement la même chose. Alors on me demande comment enregistrer le cours, vous inquiétez pas, il sera disponible sur la librairie des lives de DailyFX. Il sera également publié sur la chaîne YouTube de DailyFX, donc vous pourrez y avoir accès très facilement. Autre triangle, le triangle ascendant, qu'on peut appeler aussi triangle résistance. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois deux arguments contraires qui s'opposent. On a la résistance qui est un argument baissier, ou un argument neutre à la limite, ça nous empêche d'aller plus haut, c'est plutôt un argument baissier. Et on a la ligne de tendance haussière en vert qui est un argument haussier. On a encore une fois deux arguments qui s'opposent. Et si on veut remonter à la théorie de dos, on a ok des creux croissants, mais on ne peut pas encore appliquer la théorie de dos parce que les pics sont de même niveau, ils ne sont pas croissants. Pour qu'on puisse parler d'une tendance haussière, il nous faut des pics et des creux et des pics croissants. Là, ça n'est pas le cas. Donc, on a simultanément deux arguments opposés, ce qui donne lieu à la conclusion d'incertitude. Ce qui nous donne la conclusion d'incertitude et donc de non-positionnement au sein du triangle et d'attendre que le consort du triangle pour pouvoir se positionner. Alors, dans les triangles ascendants, statistiquement, on sort plus souvent par le haut, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut jamais sortir par le bas dans un triangle ascendant, mais là encore une fois on fait de la théorie. Je donnerai pas de chiffres, je donnerai pas de pourcentage parce que je les connais pas, je pourrais donner à la louche des statistiques, mais ça serait pas représentatif de la réalité forcément. Mais on va dire que dans un triangle ascendant, on a plus de chances de sortir par le haut. Et qu'est-ce qui justifie la prise de position selon la théorie de dos? C'est qu'à partir du moment où on sort par le haut du triangle, on a des creux et des pics qui vont être croissants. Et on va donc pouvoir appliquer la définition d'une tendance haussière selon la théorie de dos. Troisième exemple de triangle, et dernier exemple pour les triangles, le triangle descendant. On a encore une fois deux arguments qui s'opposent, l'argument baissier de la ligne de tendance baissière et l'argument plutôt haussier du support qui nous empêche d'aller plus bas. On remonte à la théorie de dos, on a des pics décroissants, ce qui appuie une idée de tendance baissière, mais malheureusement les creux ne sont pas décroissants, les creux sont de même niveau, on ne peut pas appliquer la définition de la tendance selon la théorie de dos. Donc on ne prend pas position et on peut prendre position à la baisse à partir du moment où on sort par le bas du triangle, parce qu'on va avoir des pics décroissants et des creux décroissants. Et on va pouvoir donc appliquer la définition de la tendance baissière selon la théorie de dos. On va voir les canaux maintenant. Le canal horizontal, donc on en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est encore une fois une figure d'indécision, c'est un support et une résistance simultanée. Là on a des plus hauts et des plus bas ni croissants ni décroissants, ils sont horizontaux. Alors la stratégie à adopter quand on voit des canaux horizontaux, c'est de faire des allers-retours au sein du canal. Là on n'a pas à se préoccuper tellement de l'étude de tendance. Bon, c'est intéressant de connaître la tendance générale peut-être dans laquelle s'inscrit ce canal horizontal. Mais là, on n'a pas à se dire il faut absolument que je traite dans le sens de la tendance. Le canal horizontal met en lumière un manque de tendance. Donc on peut s'autoriser à prendre des positions
dans les deux sens, hein. On a ensuite le canal haussier. Le canal haussier, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une définition parfaite d'une tendance haussière selon la théorie de dos. On a des pics et des creux croissants, et ils sont également non seulement croissants, mais aussi parfaitement alignés à la hausse, et ils forment deux lignes parallèles, hein. Mais un canal haussier, c'est tout simplement une mise en lumière d'un respect parfait de la définition des tendances haussières selon la théorie de dos. Et pour finir, le canal baissier, l'inverse, définition parfaite de la définition de la tendance baissière selon la théorie de dos, pic et creux décroissants, mais également parfaitement alignés à la baisse. Alors un peu de gestion du risque. Les canaux, si on a deux bornes, hein, faut bien s'en servir. C'est pour se servir des deux bornes. Donc ça va être une des rares figures graphiques, hein, les canaux, qui va notamment pour le baissier et pour le haussier, qui vont vous inciter à vous positionner dans le sens inverse de la tendance, hein, parce que là, si on a une borne basse sur le canal baissier, hein, c'est bien pour pouvoir jouer les rebonds. Donc on va pouvoir, hein, si on a une borne haute, hein, dans le cadre du canal baissier, c'est bien pour jouer les rebonds, hein, sur ce canal, sur cette borne haute. Donc on va forcément être incité à se positionner dans le sens inverse de la tendance. Donc là, il faudra mettre en place, hein, des petits principes de gestion du risque. Il faudra garder en tête qu'on est dans le sens inverse de la tendance, hein, sur les rebonds sur la borne basse, et peut-être prendre, si on veut commencer à faire de la gestion du risque basique, hein, prendre moins de risques, hein, en termes par exemple de taille de la position, quand on est dans le sens inverse de la tendance, hein, dans le cadre des canaux, que sur les mouvements qui vont dans le sens de la tendance, hein. Mais il est vrai que même si on dit qu'il faut toujours trader dans le sens de la tendance, les canaux, hein, sont des outils qui peuvent vous incitent à trader parfois dans le sens inverse de la tendance. Alors, on va poursuivre avec le double sommet. Alors le double sommet, c'est une figure assez simple, hein. On a une tendance haussière, des pics et des creux croissants, et on a une première anomalie ici. C'est quasiment la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans le cadre des retournements selon la théorie de dos, sauf que là, hein, on a une légère variante, c'est que le pic d'alerte, il n'est pas sous le pic précédent, il est sur le même niveau. Et il forme, hein, un début de résistance, hein. Donc on a jusqu'ici tout se passe bien. Au point C, première anomalie, on est censé dans une tendance haussière avoir des pics croissants, ils sont plus croissants, ils sont de même niveau. Mais là on n'a pas encore inversé la théorie de dos. À partir du moment où on passe sous la ligne rouge du bas, qui correspond au dernier plus bas, on commence à pouvoir parler de tendance baissière, parce que on va avoir des pics et des creux décroissants. L'idée, c'est vraiment ça, l'idée dans les tendances, dans les figures graphiques, hein, c'est de trouver le moment où on inverse les définitions de la théorie de dos. On avait des plus hauts et des plus bas croissants, on a des plus hauts et des plus bas décroissants. À partir du point C, on n'a pas ça, on a une première alerte, on se dit bah tiens, ça peut attirer mon attention. J'ai non seulement une résistance qui semble se former, mais en plus j'ai une tendance haussière qui commence à être remise en cause, hein. Donc j'ai deux raisons de commencer à m'intéresser à l'opportunité d'un trade baissier. Et ensuite, hein, quand je passe sous le plus bas précédent, hein, là je commence à confirmer mon retournement baissier. C'est la même chose avec le double creux, on a une tendance baissière. Et puis au point C, hein, on commence à avoir une anomalie avec les cours qui n'arrivent pas à aller chercher plus bas, c'est la tendance baissière qui semble s'essouffler. Et quand on passe au-dessus du dernier sommet, on commence à pouvoir appliquer la théorie de dos haussière. Je dis on commence parce que on va avoir des pics croissants alors qu'on avait des pics décroissants, mais en réalité il faut attendre d'avoir le creux qui est au point D là pour pouvoir confirmer
le retournement de tendance et avoir des pics et des creux qui sont croissants alors qu'ils étaient décroissants précédemment. Et au final, on se rend compte que toutes les figures de retournement de tendance, c'est les mêmes, avec de légères variantes. On me demande s'il existe des triples sommets et des triples creux. Oui, tout à fait, hein, mais ça me semblait redondant dans la présentation de ce soir. Mais il existe des triples sommets et des triples creux. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose dont vous devez vous préoccuper. Vous, ce dont vous devez vous préoccuper, c'est le moment à partir duquel vous avez les plus hauts et les plus bas qui inversent leur sens. Les plus hauts et les plus bas qui inversent leur sens. Que une de ces deux composantes seulement inverse son sens, ça ne nous donne pas un retournement de tendance, ça nous donne une alerte qui nous prévient qu'il faut peut-être regarder les choses d'un peu plus près pour voir ce qui va se passer. Mais le but de l'analyse graphique, c'est de repérer, le but des retournements, des figures de retournement, c'est de repérer le moment précis où on commence à avoir des pics et des creux dans le sens inverse de leur sens précédent. Donc l'épaule tête-épaule, une figure assez intéressante. C'est encore une fois la même chose. Alors c'est une figure très connue. On essaye souvent de les repérer. C'est des figures que beaucoup de traders affectionnent. Donc pour faire un peu de vocabulaire, l'épaule tête-épaule, ça s'appelle épaule tête-épaule parce ça dessine comme un bonhomme avec une épaule gauche, une tête, une épaule droite. Et la ligne qui relie les creux B et D qui sont notés B et D ici, ça s'appelle la ligne de coup pour compléter l'image. Donc voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais si on essaye de la décortiquer, qu'est-ce qui se passe? On a jusqu'au point C une tendance haussière valide. Au point D, elle est encore valide, bien qu'on voit bien qu'elle ralentisse. On peut avoir aussi des points B et D exactement sur le même niveau. Dans ces cas-là, il tracerait un début de support. Et ça nous donnerait une alerte. On a une seconde alerte sur le point E. On avait des pics croissants. Maintenant, on a des pics décroissants, mais on n'a toujours pas des creux décroissants. Et ensuite, on passe sous la ligne de coup. Et là, on commence à avoir des pics décroissants et des creux décroissants. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de savoir, c'est pas de se dire il faut que je prenne. Là la conclusion c'est pas on prend position quand la ligne de coup est cassée. La conclusion c'est on prend position quand on peut trouver des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse, alors que précédemment ils étaient alignés à la hausse, tout simplement. Donc jusqu'à ce moment-là, jusqu'au point C, on n'a aucun problème. Au point D, on commence à avoir la puce à l'oreille, soit parce que on a des plus bas qui sont presque de même niveau, soit parce qu'ils sont de même niveau. Première alerte. Au point E, seconde alerte. On se dit tiens, il y avait une anomalie sur les plus bas. Il y a maintenant une anomalie sur les plus hauts. Et ensuite, confirmation, on marque des plus hauts et des plus bas qui sont baissiers, alors qu'avant, ils étaient haussiers, tout simplement. Et puis pour finir, l'exemple avec l'épaule tête-épaule inversée, le TE inversé. Donc il n'y a pas de E parce qu'on parle de figure TE, un ETE, on dit souvent comme ça. On peut rajouter le E, ça c'est de l'orthographe, on ne sait pas le propos spécialement, mais c'est exactement la même chose. On a une tendance baissière jusqu'au point C, on a une première anomalie au point D, une deuxième anomalie au point E, on a des creux qui sont croissants alors que précédemment ils étaient décroissants, et quand on franchit la ligne de coup, on est sûr de pouvoir marquer des pics croissants et on a déjà des creux croissants, donc on a confirmé une inversion de la tendance. Alors après, on peut pour plus de sécurité attendre encore une fois le retour sur la ligne de coup pour pouvoir se positionner, comme c'était le cas sur l'épaule tête-épaule simple. On peut attendre le retour de la ligne de coup pour se positionner, mais on a à partir du moment où on a cassé la ligne de coup, on commence à voir une tendance inversée selon les principes de la théorie de dos.
Voilà. Alors on a maintenant terminé ce petit tour d'horizon de l'analyse graphique, hein. J'espère que ça a été utile pour certains, j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif pour ceux qui sont déjà un peu expérimentés dans le cadre du trading. En tout cas, hein, que vous soyez débutant ou expert, c'est des principes qui, d'après moi, ne doivent jamais être perdus de vue, hein. Ne serait-ce que pour pouvoir, que la petite technique, hein, du comptage des plus hauts et des plus bas, pour pouvoir analyser les figures graphiques à la limite sans même les connaître, hein. C'est quand même quelque chose d'assez confortable et c'est quelque chose qui économise pas mal d'apprentissage, qui vous permet d'éviter d'ingurgiter des dizaines et des dizaines de figures graphiques en essayant de les repérer par technique de calque, hein, sur vos graphiques réels. Donc j'attends vos petites questions, hein, s'il en reste. J'ai essayé de répondre au mieux à toutes les questions. Peut-être que j'en ai oublié. Vous avez été assez actifs, hein, donc j'ai essayé de répondre à tout. Normalement c'est le cas. Si c'est pas le cas, faites-moi signe. Voilà, donc apparemment j'ai pas plus de questions. Je vais juste me permettre de vous garder encore 5 petites minutes pour vous présenter le partenariat qu'on a avec FXCM. Donc FXCM est très présent sur notre site internet, et puis on a en fait décidé, hein, de monter un partenariat qui fait que on peut former et soutenir, hein, les traders, hein, qui tradent chez FXCM avec ce qu'on a appelé les packs traders. On a 3 types de packs, hein, en fonction des montants du dépôt, des packs qui sont liés au service, hein, qu'on développe chez Professeur Forex. Alors je vais vous présenter les packs et puis ensuite je vous présenterai brièvement les services nous qu'on offre, hein. On a un pack qu'on a appelé le pack découverte. On a notre formation Université du Forex, hein, je vais revenir tout de suite après sur ce que c'est, avec un dépôt minimum de 500 €. On a le pack trader actif, hein, avec l'Université du Forex et 1 an d'abonnement à notre accès premium. Et on a le pack Trader Pro, où il y a l'Université du Forex, 1 an d'abonnement à l'accès premium et 3 heures de coaching en cours particulier avec des membres de notre équipe, hein, pas avec des membres d'FXCM, avec des membres de professeurforex.com. Donc petite présentation, l'Université du Forex, c'est une formation en 12 heures de vidéo. C'est sur le modèle de ce que vous avez vu ce soir, c'est-à-dire la simplicité, la pédagogie, jamais compliquer les choses, essayer d'aller au plus simple, sauf que on va forcément plus loin, hein, dans cette formation. On étudie les indicateurs et puis on fait bien sûr des exemples sur des graphiques réels, hein. On ne s'arrête pas au schéma, donc c'est sans se jeter des fleurs, hein, c'est quelque chose qui est très apprécié par tous ceux qui ont suivi cette formation. C'est quelque chose qui est particulièrement adapté aux débutants encore, hein. Si vous êtes expert, que vous gagnez déjà beaucoup d'argent sur le trading forex et que vous connaissez pas mal de choses, c'est peut-être quelque chose que vous pourrez considérer comme de la révision. Mais pour quelqu'un qui a l'impression de connaître des choses mais de pas savoir bien les appliquer, ou pour quelqu'un qui voudrait être aidé pour démarrer, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, hein. On met vraiment l'accent sur la pédagogie, on met vraiment l'accent sur l'ordre des choses. On vous apprend à construire des méthodes de trading. Alors je parle pas de stratégie de trading clé en main, je parle de principe, qu'est-ce qu'on utilise, dans quel sens. Là vous en avez eu un petit aperçu ce soir, quand je vous disais d'élaguer, hein, la décision de trading avec l'analyse graphique, et puis ensuite de passer aux indicateurs, hein. C'est ce genre de principe, ce genre de raisonnement qu'on vous inculque dans cette formation. On a des mises à jour illimitées, c'est-à-dire que à l'avenir la formation elle est susceptible d'évoluer. On peut rajouter des leçons, on peut la remasteriser, on peut la réenregistrer complètement, hein, si on veut un peu la mettre à jour, hein, que ça soit du point de vue du contenu ou du point de vue visuel.
Et toute personne qui détient notre cours aura automatiquement, sans frais supplémentaires, toutes les futures modifications, toutes les futures mises à jour, c'est sans bien sûr aucun frais renouvelé. Et puis on a un système de support illimité, c'est-à-dire que on reste très disponible pour toutes les personnes qui suivent cette formation, pour des précisions sur cette formation. Normalement c'est très clair, donc on n'a pas beaucoup de questions sur le contenu de cette formation. Par contre, on a beaucoup de personnes qui nous envoient leurs graphiques, qui nous disent voilà, est-ce que j'ai bien repéré toutes les supports et les résistances, est-ce que j'ai bien relevé mes signaux. Et nous, on renvoie les graphiques commentés. C'est ce genre de choses qu'on fait sur le support illimité. Ça nous arrive même parfois d'appeler au téléphone certaines personnes pour mettre les choses au clair quand c'est demandé. Donc c'est vraiment ça le support illimité. Ça peut prendre différentes formes en fonction de vos demandes, mais c'est inclus dans cette formation, que vous l'ayez acheté à part ou que vous l'obteniez via un compte FXCM. On a un deuxième service chez Professeur Forex, c'est l'accès premium. C'est un site de membres, c'est-à-dire qu'il faut avoir des accès. C'est un site privé où on a des informations en temps réel. Alors l'information, on le dira jamais assez, elle est capitale sur le Forex, ça vous le savez, avec les lives de DailyFX, où les analystes de DailyFX reviennent régulièrement sur ce qui se passe dans l'actualité, mais ça peut être parfois assez difficile d'être bien informé. Pour être bien informé, il faut savoir où aller chercher l'information, il faut parfois naviguer sur des dizaines de sites, et puis il ne faut pas oublier non plus que les meilleures sources d'information, ça reste les plateformes Reuters et les plateformes Bloomberg, qui sont des sources d'information très onéreuses. Pour la petite histoire, c'est pas des choses qui passent par internet, c'est des réseaux fermés, c'est des réseaux privés. Il faut acheter le terminal, il faut acheter l'abonnement, ça va souvent chercher dans les 1500 € par mois, donc c'est pas forcément quelque chose de très accessible à quelqu'un qui débute le trading. Et puis en plus, même si j'en suis certain, beaucoup d'entre vous maîtrisent l'anglais, les francophiles seront pas forcément contents d'apprendre que tous ces outils sont bien sûr exclusivement en anglais. Alors pour pallier à ça, nous on a monté l'accès premium, c'est-à-dire qu'en gros on suit pour vous toutes ces sources d'informations. On est équipé en Reuters et en Bloomberg, et puis on a d'autres sources d'informations perso, et on vous en donne la quintessence sur un service d'information en temps réel avec un système qui fait que vous n'avez pas besoin de recharger la page, les informations apparaissent directement sur le fil d'actualité en temps réel, dans un système de micro-news en fait. C'est pas des articles, c'est des news d'une ou deux lignes, où on vous donne vraiment l'information influente le plus rapidement possible. Pour vous donner une idée, on a régulièrement une centaine de micro-news par jour sur ce site. Donc l'idée c'est vraiment de développer un service qui vous permette d'être sûr de savoir tout ce qui se passe d'influence sur le marché le plus vite possible en français, sans avoir besoin vous-même de suivre des dizaines de sources d'informations. Donc voilà le but principal. On a aussi des commentaires en vidéo et des analyses techniques, donc les commentaires en vidéo pour décrypter un petit peu l'influence de l'actualité sur l'euro-dollar, et puis des analyses techniques pour donner un peu notre vision du marché. Mais le cœur vraiment du service, c'est l'information en temps réel. Voilà, j'en ai quelques petites questions, je regarde. Alors on parle de CNBC Live, oui ça peut être intéressant, on a l'œil dessus, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base de toutes ces télés d'information en continu, en temps réel,
il y a à la base toujours les stations Bloomberg et Reuters. Il n'y a rien de plus rapide et de plus affûté que les stations Bloomberg et les stations Reuters. Donc tout le monde se fournit là-dessus. C'est vraiment la matière première de l'information financière, à moins d'avoir des contacts directement dans les ministères des Finances, dans les banques centrales. Il n'y a pas la possibilité d'avoir de meilleures sources d'informations que ces Bloomberg et ces Reuters, sur lesquels nous-mêmes on est connectés. Alors on me demande s'il y a possibilité de faire une formation sur le market profile peut-être, sur le même principe. Donc éventuellement oui, dans le cadre du coaching en cours particulier, j'en ai pas parlé là, mais c'est effectivement, ça fait partie, comme je vous l'ai dit, du pack qu'on a appelé le pack Trader Pro. On a 3 heures de coaching avec notre équipe. Alors comment ça se passe le coaching? Ça peut prendre différentes formes, c'est du cours particulier, c'est du one-to-one comme on dit. Donc on va pas imposer un modèle précis, on va vraiment on discute par email ou par téléphone avec les personnes qui sont intéressées ou qui ont droit via leur compte FXCM, et on définit ensemble ce qu'on fait. Ça peut être en général quand les personnes sont déjà clientes de notre formation l'université du Forex, c'est en général sur de l'application. Les personnes suivent notre formation université du Forex, puis ensuite commencent à l'appliquer, et là, à ce moment-là, d'autres questions surviennent et on peut y répondre dans le cadre de cours particuliers, ou sinon on peut tout à fait concevoir des programmes sur des sujets précis, tels que le market profile. Ça peut également être fait en cours particulier, mais on n'a pas de formation en vidéo préenregistrée sur ce principe-là. En préenregistré, on n'a que de la formation complète qu'on appelle Forex simplifié, sur vraiment toutes les bases, ne passant de l'analyse graphique aux indicateurs, la gestion du risque, la psychologie de marché, la construction de méthodes de trading. Vous pouvez vous renseigner directement sur Professeur Forex pour avoir plus de détails sur cette formation, mais c'est quelque chose qui se veut complet. Alors pour l'accès premium, oui, c'est un abonnement mensuel. Alors on a différents tarifs. On a abonnement mensuel, abonnement trimestriel ou abonnement annuel. Alors je rappelle déjà que c'est gratuit pour 1 an avec les comptes FXCM à partir de 2000 € de dépôt. Si vous êtes déjà client chez FXCM, je pense que vous pouvez leur en faire la demande, et puis ils nous contacteront pour qu'on vous envoie vos accès. Mais sinon c'est un service qui est vendu à part 37 € mensuel, ou alors 97 € trimestriel, ou alors 357 € annuel. Alors pour le pack premium, les formations sont effectuées par quel support? Webinaire, présence physique? Alors l'université du Forex, c'est une formation en vidéo, donc vous la téléchargez, vous consultez les vidéos et puis vous nous contactez si vous avez des questions. On contacte soit par email, soit des demandes de rappel. On prend des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous Skype par exemple. En ce qui concerne les cours particuliers, ça se passe également à distance. On utilise la même méthode que la méthode des lives de DailyFX, c'est-à-dire que vous voyez notre écran et puis vous nous entendez parler. On peut éventuellement se servir de support PowerPoint, de différents types de supports. Parfois c'est même utile de prendre la tablette graphique et puis de faire des dessins, parfois rien ne vaut un dessin. Donc c'est webinaire avec différents outils, avec des présentations directement sur la plateforme, des dessins, tout ce qu'on jugera utile, mais c'est pas en présence physique. Voilà, alors apparemment j'ai quelques abonnés, de l'accès premium sur le site, pour tout ce qui concerne directement
L'accès premium, hein, je vous invite à nous contacter directement via le formulaire de contact de Professeur Forex, hein. On répond en moins de 24 heures et puis comme ça on a votre adresse email, on peut se recontacter et tout, c'est beaucoup plus sympa, et puis à la limite on peut se donner rendez-vous par téléphone ou par Skype, pour ça il n'y a aucun problème, hein. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot si vous avez n'importe quelle question. On me demande s'il y a accès depuis la Suisse hors zone euro. Bah bien sûr, hein, il y a accès depuis la Suisse, hein, c'est tout l'avantage d'internet, il n'y a pas de frontières, donc vous pouvez y avoir accès par la Suisse, hein. Soit vous y avez accès gratuitement via un compte FXCM, soit vous y avez accès par paiement mensuel, trimestriel ou annuel. On utilise PayPal comme intermédiaire de paiement, hein, donc à partir du moment où PayPal est présent dans votre pays, hein, ce qui est le cas pour quasiment tous les pays de la planète, vous pouvez vous abonner, hein, sans aucun problème. Alors on me fait la remarque que sûrement en rapport à cette formation, parfois on peut s'étaler beaucoup sur des principes très simples. Oui, c'est le cas, et c'est certainement plus frappant pour les personnes qui ont une certaine expérience en trading. Mais l'idée, d'après nous, l'idée d'une formation, c'est pas un bouquin lu, c'est pas la même chose qu'un livre. Quand on veut avoir de l'information directe et détaillée, on a un livre. Pour nous, l'idée d'un webinaire ou l'idée d'une formation, c'est vraiment d'inculquer une connaissance, c'est pas simplement de la présenter, c'est de l'inculquer. Et pour l'inculquer, surtout dans la tête des gens qui n'ont pas forcément maîtrisé ces principes, il faut parfois rabâcher, décortiquer les choses, les prendre vraiment par tous les bouts. Et dans ces cas-là, effectivement, pour les personnes qui sont déjà au courant, ça peut paraître rébarbatif, hein, mais c'est vrai que depuis le début, hein, même si on pense maintenant aux personnes plus expérimentées, notamment avec l'accès premium, on s'intéresse beaucoup aux débutants parce qu'on a un taux d'échec dans le trading, hein, très important des débutants, et selon nous c'est dommage parce que le trading, hein, nous on dit que c'est pas si compliqué que ça, hein. On n'a jamais prétendu pouvoir transformer n'importe qui en trader qui va pouvoir vivre de son trading, mais en trader, hein, qui perd pas d'argent, qui en gagne un petit peu, c'est loin d'être mission impossible. Et notre expérience en cours particulier en formation nous montre que vraiment prendre les choses lentement, parfois faire beaucoup de blabla pour pas grand chose, ça peut être utile, hein, pour les personnes qui sont vraiment débutantes, hein. Donc nous c'est nos méthodes d'enseignement qui ont porté leurs fruits pour pas mal de personnes. Donc c'est vrai qu'après c'est quelque chose qui peut ne pas convenir à un trader expert, hein. Encore une fois, je dis que quelqu'un qui fait du trading depuis des années, qui construit ses propres méthodes, qui a vraiment beaucoup d'expérience, je dis pas qu'il n'y a aucun intérêt à notre université du Forex, mais disons que ça va pas casser trois pattes à un canard comme on dit pour lui, hein. Par contre pour le débutant, il va vraiment avoir plus de confiance, il va vraiment avoir l'impression de comprendre ce que c'est le trading, il va vraiment avoir l'impression de savoir par quel bout prendre les choses pour arriver de l'ouverture de la plateforme de graphique à une décision de trading de laquelle on est sûr, hein. Voilà, donc maintenant je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, hein. Il est maintenant presque 20h, hein. Donc je vais vous libérer comme on dit, hein. J'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser à vos analystes habituels, hein, avec lesquels vous avez rendez-vous tous les jours, hein, les analystes de DailyFX. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours, hein, pour un webinaire d'un tout autre type où il s'agira de revenir sur les dossiers d'actualité. Là on fera vraiment non pas de l'analyse fondamentale en sortant les comptes des pays, mais de l'analyse de l'actualité. On décortiquera vraiment tous les dossiers d'actualité et leurs enchaînements
les choses bougeant très vite, hein, je peux pas encore vous donner le sujet du prochain webinaire. Et 15 jours après, hein, on refera un autre webinaire de formation. Et on essaiera d'aller un petit peu plus, non pas dans la complication, mais en tout cas voir un autre sujet. Si vous souhaitez me contacter personnellement ou les membres de l'équipe de Professeur Forex, encore une fois, à moins qu'on ait des problèmes de réception sur la boîte mail, hein, ce qui peut arriver, hein, on répond à absolument tous les mails qu'on nous envoie, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site, hein. Je vais passer dessus pour vous montrer exactement comment nous contacter, hein. Voilà, alors vous avez un petit onglet nous contacter, hein. Vous allez là tout simplement, vous appuyez, vous allez arriver sur un formulaire où vous pouvez nous envoyer un email. On répond absolument à tout le monde, et si on vous répond pas en 24 heures, hein, c'est qu'on a pas reçu votre email. On reçoit beaucoup de mails, hein, et n'hésitez pas à renvoyer votre mail, hein, parce que vraiment on laisse passer aucun mail, hein. Donc si vous voulez nous contacter personnellement, hein, on n'a jamais rechigné à être en contact avec nos visiteurs, au contraire ça nous fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site. Donc encore une fois, bonne soirée à tous, et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.